16 avril 1917. Pour la première fois de l'histoire, des chars d'assaut français s'élancent dans la boue noire du chemin des Dames. Cette offensive sera un échec. Un an auparavant, au mois d'octobre, des blindés britanniques avaient tenté leur chance dans la Somme, sans plus de succès. Dans les deux cas, le miracle tant attendu n'avait pas eu lieu. Les premiers blindés de l'artillerie d'assaut n'avaient pas pu faire la différence. Pourtant, un siècle après ces galops d'essai peu concluants, les chars d'assaut sont encore là, monstres de technologie, toujours plus performants. Quel rôle ont joué les chars après le premier conflit mondial? Comment est-on passé de ces caisses à savon faiblement protégées et pauvrement armées à des titans blindés, véloces, rapides, surpuissants, en un mot, redoutables? Quel avenir ont les chars d'assaut, à l'heure où les conflits armés sont de plus en plus confus, sans ligne de front? Au moment où les forces conventionnelles doivent faire face au terrorisme. Que nous raconte leur histoire sur nous-mêmes, sur notre façon de concevoir la guerre, de la faire? Pendant 100 ans, les chars ont dû être incessamment repensés, adaptés, réenvisagés. Leur emploi sur les champs de bataille a fait l'objet de multiples doctrines. Pour retracer l'odyssée spectaculaire de ces engins hors normes, j'ai pris place à bord de chars mythiques. J'ai interrogé des spécialistes. Les duels ont démarré au-delà de 1000-1500 mètres, mais se sont terminés quelquefois à bout portant. Des fous de chars m'ont ouvert les portes de leur monde. Les jeux vidéo, c'est vraiment un moyen en plus d'apprendre l'histoire. On le voit de plus en plus dans l'univers du jeu vidéo, que histoire et jeux vidéo se mêlent. Les hommes du 1er régiment de chasseurs, basé à Verdun, m'ont fait vivre une expérience unique. Accompagné de tous ces passionnés, j'ai vécu la grande aventure des chars d'assaut. « 1915. Ça n'est bien fini de la guerre de mouvement, des rêves d'assauts héroïques. Les combattants des deux camps se sont enterrés dans des tranchées. Des milliers de kilomètres de fils de fer barbelés ont poussé dans le terrain vague, séparant les lignes ennemies. C'est ce no man's land qu'il faut traverser pour monter à l'assaut des positions de l'adversaire. Combien de fantassins ont dû rêver d'être protégés par un blindage capable de repousser les balles, d'encaisser les chocs? Les officiers supérieurs rêvent aussi. Quand surviendra donc cette percée providentielle qui disloquera les systèmes de défense de l'ennemi? Mais pour percer, il faut franchir le no man's land. Et à chaque fois, c'est le même massacre, la même boucherie qui se répète. Dès le 28 août 1914, le colonel français Jean-Baptiste Estienne avait déclaré « La victoire sourira à celui des belligérants, qui sera le premier à mettre un canon sur un véhicule, capable de se mouvoir sur n'importe quel type de terrain. » L'avenir devait lui donner raison. Pendant des années, les ingénieurs ont tenté de mettre des canons sur des chenilles, généralement celles d'engins agricoles. On peut dire que le char, c'est une transmutation mécanique de vieux systèmes d'armes que tout le monde connaît, qui sont les éléphants d'Hannibal, qui sont le char du pharaon Ramsès à la bataille de Kadesh, ou plus simplement le chevalier du Moyen-Âge en armure. On trouve dans ces trois vieux systèmes les mêmes fonctions que l'on trouve aujourd'hui sur un char Leclerc, la protection, le feu et la mobilité. Mais la conception des premiers chars ne s'est pas faite sans quelques tâtonnements. À la veille de la Première Guerre mondiale, plusieurs projets de canons autopropulseurs avaient été soumis au Comité général d'artillerie. Voilà à quoi ressemblait celui du capitaine Levavasseur. Une caisse blindée, des roues articulées ancêtres des chenilles
et un canon de 75 mm. Projet refusé 2 fois, en 1903, puis en 1908. Les artilleurs préfèrent encore les bons vieux chevaux pour tirer leurs canons. En 1912, l'ingénieur australien Lancelot Eddy de Mol tente sa chance de l'autre côté de la Manche. Son engin blindé à chenilles peut transporter des soldats à travers les tranchées et les barbelés sans craindre les tirs de mitrailleuses. Projet également rejeté. Les généraux français et anglais ne jurent toujours que par la sacro-sainte cavalerie. Seulement voilà, après quelques mois de guerre, il faut se résoudre à l'évidence. Ça n'est bel et bien fini des grandes charges des batailles napoléoniennes. Les différents travaux des deux côtés de la Manche aboutissent entre 1915 et 1917 à la fabrication de plusieurs engins blindés. Le premier char construit au monde, Little Willie, voit le jour en Angleterre en 1915, mais ne sera jamais mis en service. En revanche, le 2 février 1916, le lieutenant-colonel Sweeton présente un prototype surnommé Big Willie. Officiellement baptisé Tank Mark I par l'Amirauté, qui en commande aussitôt 150 exemplaires, ce char est très caractéristique des productions anglaises de l'époque. 9 mètres de long pour plus de 4 mètres de large, haut de plus de 2 mètres, le Mark I pèse 28 tonnes et possède un blindage composé de plaques de 6 mm d'épaisseur allant jusqu'à 12 mm par endroit. Outre 2 canons de marine de 6 livres, il est équipé d'un moteur 6 cylindres de 106 chevaux qui lui permet d'atteindre la vitesse de 6 km/h pour une autonomie de 38 km. Les tanks sont nés et avec eux toute une symbolique spécifique à l'arme blindée. Le char a une valeur symbolique. Il incarne la force, le pouvoir. C'est pour ça que certaines nations voulaient s'en doter, même si elles ne pensaient pas vraiment qu'elles allaient s'en servir pendant les batailles. C'est aussi pour ça que, selon moi, le char est une invention unique. Il a cette présence incroyable. Le char est très fort pour ça, pour cette présence qui scotche les visiteurs ici, comme il devait effrayer les soldats sur le champ de bataille. Le nom de tank vient d'un stratagème britannique pour tromper les Allemands, tout simplement. Et Churchill appelait les tanks les land ships, donc les navires terrestres. Et c'est pour dissimuler le plus longtemps possible aux Allemands les activités industrielles britanniques et françaises dans l'invention du char que le char a été baptisé tank, parce que réservoir, ma foi, c'est un nom passe-partout. 49 Mark I sont engagés pour la première fois durant l'offensive de la Somme au mois de septembre 1916. Les résultats sont mitigés. 21 seulement sont parvenus à s'élancer à leur hache. Beaucoup tombent en panne et d'autres sont immobilisés par les tirs de l'artillerie allemande. Mais l'échec subi par les Britanniques ne décourage pas les projets français. Au mois de janvier 1916, la société Schneider-Creusot avait présenté un prototype nommé cuirassé terrestre. « 6 mètres de long pour 2 mètres de large, haut de plus de 2 mètres, le char Schneider pèse 12 tonnes et demie. Doté d'un canon de 75 mm, il est composé de plaques d'acier trempées de 11 mm. Il est muni d'un moteur 4 cylindres de 60 chevaux à 3 rapports qui lui permet d'atteindre la vitesse de 4 km/h. Un autre projet voit même le jour au milieu de l'année 1916. Il a pour origine une discorde entre les sociétés Saint-Chamond et Schneider, qui ont toutes les deux le contrat de fabrication des chars Schneider. Le char Saint-Chamond est présenté en septembre 1916. Mieux armé et plus spacieux, le char Saint-Chamond offre aussi une meilleure protection et une plus grande visibilité. Il pèse 23 tonnes, est équipé d'un moteur de 90 chevaux, armé d'un canon de 75 mm et de 4 mitrailleuses. Les Saint-Chamond sont de véritables monstres d'acier dont la fiabilité technique laisse, hélas, encore à désirer. Les premiers chars français participent à l'offensive du Chemin des Dames au mois d'avril et mai 1917
et leur bilan est plutôt médiocre. Sur les 128 blindés engagés, le 16 avril, 52 ont été touchés par l'artillerie. 21 sont immobilisés à cause de panne ou après s'être enlisés. La coordination avec l'infanterie ne s'est pas passée au mieux. Le 5 mai, sur le plateau de Lafaux, 32 chars Schneider et 16 nouveaux chars Saint-Chamond ouvrent la voie aux fantassins. Cette fois, leur intervention permet de prendre d'assaut les lignes de blocos allemandes, mais 12 chars seront perdus au cours des 2 jours de combat. L'engagement des chars a été décevant en ce sens que la mission qui leur avait été assignée, qui a été de percer les lignes allemandes, n'a pas été complètement réalisée. Les équipages n'étaient pas encore complètement familiarisés avec leurs machines, ce qui a conduit bien sûr à beaucoup d'erreurs, par exemple de pilotage. C'est une arme qui est toute nouvelle, qui vient de faire son apparition. On n'a pas encore de doctrine d'utilisation de ces engins-là. Et puis, ces chars sont aussi tombés beaucoup en panne. De leur côté, conscients des déficiences de leur premier char, le Mark I, les Anglais ne cessent de le modifier jusqu'à obtenir une ultime version de l'engin, le Mark IV, dont la fabrication débute au mois de mai 1917. Long de 8 mètres, large de 3,20 mètres à 4,11 mètres, suivant le modèle, et haut de 2,49 mètres, ce sont 2 moteurs Foster Daimler 6 cylindres en ligne de 105 chevaux qui animent l'ensemble d'une vitesse théorique de 6 km/h. Il consomme 270 litres au 100 km. Son blindage est de 6 et 14 mm d'épaisseur suivant les parois. Son armement, pour le tank mâle, 2 canons courts et 3 mitrailleuses Lewis. Pour le tank femelle, 5 mitrailleuses Lewis, le tout d'un poids de 28 tonnes. L'ambiance à bord des premiers chars, elle est assez facile à imaginer. Les premiers chars, d'abord, n'avaient pas des suspensions extrêmement efficaces. Alors, bien qu'ils n'aillent pas très vite, il faut voir que les premiers chars avaient des vitesses de pointe de 7 à 8 km/h. Malgré tout, à l'intérieur, on était extrêmement secoué. Il n'y avait aucune isolation phonique, bien sûr, donc on était directement au contact du moteur. C'était extrêmement bruyant. Pour que le chef de char transmette ses ordres soit au pilote, soit à ses tireurs, il fallait littéralement hurler parce que les systèmes d'interphone n'existaient pas. Donc imaginez un environnement extrêmement bruyant, extrêmement vibrant, avec des chocs mécaniques, et puis une odeur épouvantable entre la poudre qui brûle et le gasoil du moteur. Le 20 novembre 1917, non loin de Cambrai, plus de 350 chars Mark IV s'élancent et percent en profondeur les lignes allemandes. Les engins sèment la terreur chez l'ennemi. Voilà le char de la victoire, le Renault FT. Ce char Renault FT-17 est l'ancêtre de tous les chars. Mis en service à la fin de la Première Guerre mondiale, il possède déjà toutes les caractéristiques techniques des chars modernes. Une tourelle pivotante à 360 degrés, un groupe moteur boîte de vitesse placé à l'arrière et des chenilles largement débordantes à l'avant. Ce char a 2 nouveautés majeures. La première, c'est la tourelle. La deuxième, c'est son train de chenilles. La tourelle n'existait pas sur les autres chars qui l'ont précédé. Il n'y avait pas de tourelle sur les autres chars. Et la deuxième nouveauté, c'est ce train de chenilles avec une très grande roue à l'avant qui permet une plus grande prenance sur le terrain, ce qui lui permet de plus facilement remonter d'une tranchée ou des entonnoirs d'obus. C'est un petit char avec un pilote à l'avant, l'armement situé au centre et le moteur à l'arrière. Le char Leclerc a exactement la même architecture. Très rustique, le Renault FT est manœuvré par un équipage de 2 personnes. Un chef de char tireur et un conducteur. Le chef de char est situé soit debout, soit assis sur une sangle, juste derrière le conducteur. En raison de l'absence de système de communication interne et de cloison entre le poste de conduite et la tourelle, il donne ses ordres au conducteur en appuyant l'un de ses genoux contre son dos pour changer de direction et en tapant sur son casque pour démarrer ou s'arrêter. Et sur le terrain, est-ce qu'il a joué un rôle décisif dans la victoire des Alliés? Son rôle a été très important, surtout d'un point de vue moral. Son surnom, c'est le char de la victoire.
Il a été utilisé pour la première fois par l'armée française fin mai 1918 pour arrêter la dernière grande offensive allemande. Engagé avec succès à plusieurs reprises, le char Renault FT va être employé de plus en plus souvent lors d'offensives particulièrement efficaces. 950 exemplaires seront fabriqués sous licence aux États-Unis. Les Allemands prennent soudain conscience de l'intérêt de l'arme blindée dans la conduite de la guerre. Voici leur réponse au Mark IV britannique, le char A7V. Mais ce monstre de 30 tonnes, simple boîte blindée manœuvrée par 18 membres d'équipage, ne sera construit qu'à une vingtaine d'exemplaires avant l'armistice du 11 novembre 1918. Tout le monde est intimement convaincu que le système d'armes char est un système extrêmement prometteur et que c'est clairement le système d'armes sur lequel il faut travailler et développer des technologies pour finir la guerre. Donc le char, c'est cette solution. Et c'est cette solution qui sera travaillée et c'est cette solution qui permettra effectivement en 1918 les offensives victorieuses qui permettront de dégager complètement le territoire français avec l'appui précieux de l'aviation, il faut le préciser. À la fin de la Première Guerre mondiale, nombre de généraux du Kaiser considéraient qu'ils avaient été vaincus non par le génie militaire du général Foch, mais par le général Tank. Certains militaires allemands devaient retenir la leçon. Ils ne commettraient pas deux fois la même erreur. Pourtant, dans le camp des Alliés, les chars n'ont pas vraiment la cote. Après la Première Guerre mondiale, les effectifs des bataillons britanniques passent de 25 à 5. Le gouvernement américain supprime même son corps d'armée blindé et interrompt purement et simplement le financement des recherches technologiques. Traumatisée par la guerre et acculée financièrement, la France ignore les recommandations du général Étienne pour lequel les travaux doivent absolument se poursuivre. Ce désintérêt généralisé n'empêche pourtant pas certaines initiatives individuelles. Dès 1919, les chars sont classés en fonction de leur poids. Lourd, moyen ou léger, chacun possède un rôle spécifique, défini par les officiers de cavalerie. La cavalerie, de manière tout à fait traditionnelle, sur un schéma très napoléonien, était organisée en cavalerie d'éclairage, cavalerie d'exploitation et cavalerie de percée. La cavalerie a reproduit ce schéma au char. Donc elle dit « je veux un char de reconnaissance, petit et léger, je veux un char d'exploitation, moyen, au profit de l'appui d'infanterie, et puis je veux un char de percée, très fortement blindé avec un gros canon. » En parallèle, des recherches sont menées souvent en coulisses. Malgré ses relations difficiles avec l'armée américaine, l'ingénieur américain John Walter Christie élabore un système de suspension révolutionnaire, la suspension Christie. Jusque-là, les chars n'avaient pour ainsi dire pas de suspension, c'était des vraies caisses à savon. La suspension Christie permet d'absorber beaucoup mieux les chaos du sol et donc du coup permet aux chars de se déplacer beaucoup plus rapidement. Cette avancée technologique de premier plan est bientôt acquise par une majorité de nations qui l'intègrent aussitôt à leur prototype. Plus mobiles, les chars deviennent aussi plus dangereux. Des qualités qui intéressent particulièrement les ingénieurs allemands et russes. Dès 1926, avant même l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, la Reichswehr, l'armée allemande, avait envoyé ses officiers en Union soviétique à l'école des chars de Kazan. Nom de code, Kama. Durant 6 ans, les officiers des deux nations se sont échangés conseils techniques et stratégiques. Les Russes cherchent à élaborer un modèle de char capable d'être dupliqué et produit en grande quantité. De leur côté, les Allemands commencent à échafauder les plans de leur premier char léger, le Panzer, qui sera de tous les combats jusqu'à l'invasion de la Russie au printemps 1941 et servira de base à l'élaboration d'engins toujours plus puissants. À cause des termes du traité de Versailles, l'Allemagne a quasiment interdiction de développer quoi que ce soit, en termes maritimes comme en termes terrestres ou en termes aéronautiques. Malgré tout, elle le fait quand Hitler arrive au pouvoir.
Et ils le font évidemment avec beaucoup de retard. Mais les ingénieurs allemands sont motivés, on leur donne beaucoup de moyens et ils commencent à développer les premiers chars. Le premier char produit par la Panzerwaffe est le Panzer I, conçu en 1932 et produit massivement dès 1934. C'est un char léger de 5 tonnes, initialement construit sans tourelle ni système d'armement. Il embarque 2 hommes et 2 mitrailleuses de 7,92 mm. L'apport du Panzer I, donc ce fameux premier char allemand à la future Wehrmacht, c'est qu'il va lui permettre enfin de valider sur le terrain tous les concepts de guerre de mouvement, et en particulier, il va permettre enfin de s'entraîner de manière réaliste et de manœuvrer de manière réaliste. L'armée allemande dispose à présent de la technique et des outils. Elle va les intégrer à une stratégie militaire générale, le Blitzkrieg, la guerre éclair. Le principal artisan de cette tactique s'appelle Heinz Guderian. Fervent partisan de l'exploitation maximale des chars d'assaut, il va révolutionner l'approche allemande du combat. Il y gagne un surnom, Heinz le Rapide. La guerre éclair ou la Blitzkrieg, c'est la guerre de mouvement. Et c'est la guerre qui paralyse l'ennemi parce qu'on va plus vite que lui, parce qu'on neutralise ses centres de commandement, parce qu'on s'attaque à sa logistique, et donc on s'attaque à son système nerveux et aussi à son système sanguin. Il faut savoir synchroniser les mouvements de son aviation, il faut savoir synchroniser les feux de son artillerie, et il faut savoir synchroniser le mouvement de ses chars. L'aviation attaque simultanément les lignes arrière et avant de l'ennemi, tandis que les blindés attaquent le front. Puis, les blindés percent le front pendant que l'aviation empêche les réserves ennemies d'intervenir. Enfin, les blindés s'enfoncent en territoire ennemi, tandis que l'infanterie attaque à son tour pour réduire les poches de résistance. En septembre 1939, l'armée du Reich compte déjà 2000 blindés. Les Allemands vont avoir l'occasion de tester la technique à grande échelle lors de l'invasion de la Pologne. En quelques jours à peine, la Wehrmacht perce les défenses polonaises et fonce sur Varsovie qui tombe le 28 septembre 1939. En un peu plus d'un mois, l'armée polonaise, réputée alors pour être la 5e du monde, est anéantie. Les bombardiers allemands ont cloué au sol l'aviation de leur adversaire, détruisant les infrastructures, ponts, casernes et gares, pendant que les divisions de Panzer frappaient là où personne ne les attendait. Le Blitzkrieg a fonctionné à merveille. 3 jours après l'invasion de la Pologne par la Wehrmacht, la France et le Royaume-Uni n'ont d'autre choix que de déclarer la guerre à l'Allemagne. La drôle de guerre commence. Jusqu'au 10 mai 1940, les troupes françaises, qui se savent menacées, attendent une attaque qui tarde à venir. Les Français, entrés à reculons dans ce nouveau conflit, fourbissent leurs armes, notamment leurs blindés, et un char particulièrement impressionnant, le B1 bis. Une des terreurs pour l'armée allemande, ça a été le char B1 bis français qui était virtuellement impossible à détruire par les pièces anti-chars allemandes. Et quand il y avait un B1 bis dans un secteur, ça a créé un relatif mouvement de panique dans les unités de la Wehrmacht qui étaient en face. Voici donc la star des chars lourds français au début de la Seconde Guerre mondiale. Mis en service dès 1931, le B1 bis jouit, malgré ses 32 tonnes, d'une grande mobilité et d'une importante puissance de feu. Il est équipé d'un canon court de 75 mm et d'un canon de 47 mm en tourelle. Puissance, 307 chevaux pour une vitesse de 25 km/h sur route. Sa mission principale, percer les lignes ennemies grâce à son blindage frontal d'une épaisseur de 60 mm. Conçu par le général Etienne dès les années 20, le B1 lourd restera l'un des chars les plus puissants pendant près de 15 ans. Mais sa conception précoce lui confère plusieurs handicaps techniques.
Sa faible autonomie exige un entretien tous les 150 km et le changement régulier de nombreuses pièces. L'autre grande star de l'époque est le Renault R35. Il est le char le plus massivement produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Son succès sera tel qu'il sera exporté jusqu'en Europe de l'Est. Enfin, le char saumuan S-35. Produit à 430 exemplaires en 1940, le saumuan est un char moyen de 20 tonnes, équipé d'un canon semi-automatique de 47 mm. Il embarque un équipage de 3 hommes. Sa particularité est qu'il est le premier char français possédant un blindage incliné. Un détail technique particulièrement intéressant. Car un angle de 60 degrés double l'épaisseur du blindage. Le poids, lui, n'augmente pas. Mieux encore, la munition atteignant la surface inclinée a plus de chances d'être déviée ou de ricocher car l'énergie cinétique de l'obus se combine à la force de résistance du blindage. En fait, la surface blindée se déforme en suivant la direction de l'obus. Les chars français sont en moyenne très supérieurs aux chars allemands, qui ont des performances modestes, voire moyennes. La supériorité du char allemand, elle vient de la tactique, elle vient de l'emploi, elle vient du système de communication, puisque chaque char allemand possédait une radio, ce dont étaient fort dépourvus les chars français. Donc pour coordonner une attaque, quand on est capable de se parler, ça aide beaucoup. Ces chars français, finalement, ils sont d'excellente qualité. Les chars français sont de très bonne qualité technique. Ils sont assez nombreux, il y a plusieurs types de chars. Certaines sont des conceptions un petit peu anciennes, avec 2 hommes d'équipage. D'autres, comme celui-là, ou le Saumuan, sont d'excellents chars, qui seront d'ailleurs réutilisés par les Allemands en 1940. Les Français disposent d'une honorable flotte de 2300 chars parmi les plus solides au monde. Et pourtant, si la technologie est au rendez-vous, cette fois c'est la doctrine d'emploi qui va faire défaut. L'armée française constitue aussi des unités à base de chars, mais elles n'ont pas le facteur, si j'ose dire, d'intégration interarmes qu'avaient les Panzerdivisions. Et encore une fois, un autre paradoxe de la campagne de 40, c'est que l'armée allemande était loin d'être constituée uniquement de Panzerdivisions. Les Panzerdivisions ne représentaient que 15 à 20% des effectifs de la Wehrmacht. Le reste de la Wehrmacht allait à pied ou à cheval. Mais le simple fait d'avoir ce fer de lance, qu'étaient les Panzerdivisions, leur a permis de gagner. L'utilisation de ces chars est complètement différente chez les Allemands par rapport aux Français et même aux Britanniques. Le général Flavigny a très bien illustré cette différence en disant « Nous avons utilisé nos chars en 1000 paquets de 3, alors que les Allemands l'ont utilisé en 3 paquets de 1000. » Si la doctrine d'emploi n'est pas au rendez-vous, les chars français vont tout de même donner du fil à retordre à leurs adversaires, comme à Hanout, en Belgique. Pendant 2 jours, du 12 au 14 mai, le corps de cavalerie français sous les ordres du général Priou s'oppose au 16e corps blindé allemand commandé par le général Hauptner. Et les tankistes français ne vont pas faillir à leur mission. Ils vont retarder l'ennemi qui découvre la résistance du blindage des Saumuan S-35. Les ingénieurs et les militaires allemands en tirent aussitôt les conséquences. Alors, en juin 1940, l'état-major de la Wehrmacht, bien sûr, essaie de tirer les leçons de ces 2 campagnes. Alors, ces 2 campagnes ont été victorieuses, évidemment, ils en sont ravis. Ils attribuent tout ça à la qualité de leur commandement, à la qualité de leurs manœuvres, à leur doctrine d'emploi nouvelle, et puis à la formation de leur fameuse Panzerdivision. Bien sûr, ils sont aussi extrêmement objectifs, et ils considèrent que les chars qu'ils ont lancés dans ces batailles ne sont pas tous à la hauteur, loin s'en faut, et qu'il va falloir réellement créer des trous et des percées technologiques
dans la future génération de chars qui se prépare. En quelques années, les Allemands passent du Panzer I, pesant 5 tonnes, au 4, char moyen de 22 tonnes. Alors que le Panzer I ne disposait seulement que de 2 mitrailleuses, le 4 possède un canon de 75 mm. Son blindage frontal atteint 80 mm. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé à Retonde. En France, les recherches sur les chars sont officiellement interrompues. Adolf Hitler a désormais sous son contrôle une grande partie de l'Europe occidentale. Il peut regarder vers l'Est et rêver de s'emparer de l'URSS. Ces chars, sans cesse modernisés, seront à la pointe de l'offensive. Le 22 juin 1941, l'Allemagne déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Mais contrairement à ce que l'on croit généralement, cette opération n'a pas été une partie de plaisir. Hitler a organisé son offensive sur 3 fronts, Leningrad, Moscou et Kiev. Pour cette gigantesque entreprise, près de 4 millions d'hommes sont mobilisés, 4200 avions et 3600 chars. 85% des blindés du Reich sont expédiés vers l'Est, dont 444 Panzer IV. Fort de ses succès précédents, le Führer ne doute pas de l'issue des opérations. Ces divisions de Panzer vont pourtant avoir fort à faire. Au nord, les tankistes du Reich font face aux contre-attaques des chars soviétiques. La bataille va durer 2 jours. Les équipages des Panzers découvrent avec surprise un blindé qu'ils ont du mal à surclasser, le KV-1. Le char lourd KV-1 est mis en service en 1939 par l'Armée rouge. Ce mastodonte de 46 tonnes dispose d'un canon de 76,2 mm et d'un blindage de 75 mm. Le KV-1 a été produit en masse de mars 1940 à août 1942, avec un total de 2762 exemplaires fabriqués. Au cours de l'opération Barbarossa, comment se déroule la rencontre entre les KV-1 notamment et les Panzers allemands ? Alors, en 1941, lors de l'opération Barbarossa, environ 600 de ces chars ont été construits par les Soviétiques. Durant le premier été de l'invasion, ces chars n'ont pas une grande efficacité. Non pas qu'ils ne sont pas bons techniquement, mais tout simplement, les armées soviétiques étaient complètement désorganisées et surtout les tactiques d'utilisation n'étaient plus au point. En revanche, ces chars-là vont être utilisés en 1942 et surtout en 1943. Et là, on verra toute la valeur technique de ce type de char. Au sud, la progression allemande est encore moins facile, car c'est là que sont massés la plupart des blindés de l'Armée rouge. Un autre char va surprendre les Allemands, le T-34. Plus puissant, plus rapide, plus blindé, le T-34 pèse 31 tonnes. Il est équipé d'un canon de 76,2 mm et d'un blindage frontal renforcé de 60 mm incliné à 60 degrés. Il s'adapte à tous les terrains. Déployé 5 jours après le début de l'opération Barbarossa, le T-34 surclasse tous les chars allemands existants. Ce char T-34, quels sont ses atouts finalement ? Alors le T-34 est considéré par beaucoup comme un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Sa construction est très rustique, ce qui lui permet de pouvoir être construit rapidement au moment où l'URSS a absolument besoin d'avoir un grand nombre de ces chars face à l'invasion allemande. Ce char, pendant toute la guerre, a été continuellement amélioré de telle sorte qu'il est véritablement un des symboles de la victoire alliée contre l'Allemagne nazie et particulièrement pour les Soviétiques. Dans les campagnes russes, le KV-1 et le T-34 deviennent les bêtes noires des Allemands. Leur blindage frontal résiste aux armes anti-chars et en particulier au canon de 37 mm, le plus utilisé par la Wehrmacht.
Pour parvenir à percer le blindage des chars soviétiques, les artilleurs allemands sont contraints de pointer les canons de leurs pièces antiaériennes de 88 mm. Une solution dont l'efficacité va inspirer les ingénieurs du Reich. Ce qui caractérise la course aux armements en Allemagne, c'est que réellement l'adversaire désigné et celui que l'on devait battre était l'adversaire russe. Ils ont à peu près royalement ignoré ce que faisaient les Britanniques et les Américains, considérant qu'en matière de chars, de toute façon, c'était pas le réel adversaire. Le réel adversaire, il était russe. Et les Russes se sont lancés dans une course à l'armement et une surenchère de spécifications telles que les Allemands étaient obligés de suivre. Une course effrénée est lancée. Hitler ne lésine pas sur les moyens et n'hésite pas, malgré des coûts énormes, à faire travailler ses ingénieurs sur plusieurs modèles de chars. Un premier blindé, devenu mythique, voit le jour au milieu de l'année 1942, le Panzer VI, le Tigre. L'idée de base est simple. Pour venir à bout des T-34 russes, les artilleurs allemands avaient été contraints à plusieurs reprises d'utiliser les pièces antiaériennes de 88 mm. Leur cadence de tir est particulièrement élevée et elles peuvent expédier un obus de près de 10 kg à 2000 mètres. Mais ce canon de 7 tonnes est difficile à déplacer et son installation demande beaucoup de temps. Un temps durant lequel les artilleurs sont vulnérables. Les ingénieurs imaginent un blindé muni de cette redoutable force de frappe. Ils entourent le canon de 88 mm d'une tourelle de protection très épaisse et le dotent de chenilles qui assurent sa mobilité. Un canon très efficace est devenu un redoutable blindé. Le char Tigre est né. Ces obus sont capables de pénétrer un blindage de 110 mm à 2 km de distance. Son propre blindage de 100 mm le protège de la grande majorité des armes anti-chars et assure sa quasi-invulnérabilité face aux tirs frontaux. Alors le Tigre, quand il est sorti en 1942, était le roi du champ de bataille. D'abord par son poids, environ 55 tonnes, par son tube, un 88 mm qui pouvait percer tous les blindages existants. C'est un char qui a été conçu à environ 1400 exemplaires, donc pas énorme, mais qui a eu un impact psychologique très fort sur les Alliés, tant du côté occidental que du côté des Soviétiques. Son poids ralentit pourtant considérablement sa vitesse de déplacement, 37 km/h pour une autonomie de 195 km. 1360 exemplaires seulement de ce mastodonte sortiront des usines allemandes en raison du coût élevé de la production et du besoin de main-d'œuvre qualifiée pour sa construction. Le char Tigre, c'est un bébé, si j'ose dire, de Hitler lui-même. Hitler voulait absolument un char lourd. C'est effectivement un char avec un potentiel plus que remarquable. La propagande allemande l'a tout à fait compris à l'époque. La problématique, c'est que ce char est très complexe à mettre en œuvre et il faut, pour pouvoir manœuvrer ce char, un équipage formé et très aguerri sur cette machine, qui représente d'ailleurs un coût de fabrication gigantesque pour l'époque. On peut ajouter également des optiques de visée pour le canon d'une extrême qualité qui permettent des contre-visées très rapides, qui permettent aux pointeurs de faire mouche presque du premier coup. Les premières séries de chars Tigre souffraient cependant d'une fiabilité relativement faible, en particulier de la partie mécanique et de la partie train de roulement, ce qui fait que beaucoup de pertes de chars Tigre à cette époque sont dues à des pertes mécaniques. « 7 décembre 1941. L'aviation japonaise attaque la base navale américaine de Pearl Harbor. Le lendemain, 8 décembre, les États-Unis entrent en guerre. Il va falloir mettre sérieusement à jour l'arsenal militaire, notamment les blindés. Entre 1930 et 1939, l'armée américaine n'a fait l'acquisition que de 321 chars légers. L'infrastructure industrielle pour les fabriquer est inexistante et la doctrine d'emploi est loin d'être définie.
À la fin du premier conflit mondial, les ingénieurs ont certes conçu un mastodonte, le Mark 8 Liberty. Un géant d'acier en tout point semblable à son cousin britannique. Mais ce monstre n'a été réellement opérationnel qu'en 1919. Les 100 exemplaires fabriqués ont même été vendus au Canada en 1940. Il faut se souvenir que quand les États-Unis rentrent en guerre au début des années 40, l'armée américaine est une armée minuscule, tant en termes qualitatifs que quantitatifs. Et sa composante blindée, elle est quasiment inexistante. Ils ont ce qu'on appelle des tankettes. Et donc les industriels américains sont immédiatement sollicités pour trouver des solutions court terme à l'équipement de l'armée américaine. Et dans la grande tradition américaine, la perspective de fabriquer des choses en nombre se traduit immédiatement par des process industriels qui leur sont très particuliers. L'armée américaine n'a donc à sa disposition que des chars peu blindés, comme le M2 produit en masse dès 1939. Le modèle fait rapidement l'objet d'un programme de modernisation. Son blindage est renforcé. Il est standardisé en juillet 1940 sous l'appellation M3, que les Britanniques surnommeront le Stuart. Mais tous ces chars légers ont le même problème. Leur canon de 37 mm ne transperce que 20 mm d'acier à 1500 mètres de distance. Il faut passer à l'étape supérieure. Ce sera le char Lee. Conçu en 1940, le M3 Lee est armé d'un canon de 75 mm logé dans une casemate ménagée dans la coque du glacis avant. Il est également muni d'un canon de 37 mm en tourelle. Son blindage léger, 12 mm à l'arrière et 37 mm à l'avant, le rend assez vulnérable au tir des Panzer III et des canons anti-chars allemands. Le char M3, c'est une inspiration du char français B1 bis, puisqu'on retrouve un canon planté dans une casemate en châssis, et puis au-dessus de tout ça trône une tourelle. Il est fait un peu dans la précipitation, avec les moyens industriels de l'époque. C'est un char qui n'a pas de très grande performance, il faut bien le dire. Son blindage est relativement mince, sa mobilité est notoirement insuffisante, et au point que quand il a été engagé en Afrique du Nord, les Alliés l'ont immédiatement baptisé un cercueil pour 7 braves gars, ce qui en dit long sur les qualités attendues de ce char. Les États-Unis construiront pourtant plus de 6200 exemplaires du M3 Lee. À partir de 1941, l'industrie automobile américaine prend part à l'effort de guerre. General Motors et Chrysler se lancent dans la production de masse de chars. Au cours de la seule année 1942, 1500 chars sont assemblés aux États-Unis. Depuis la loi Pratt-Bail, signée en mars 1941, le gouvernement américain s'est engagé à fournir du matériel en masse à ses alliés. Légèrement modifié par les Anglais, le char Lee prend un autre nom, le Grant. Dès 1942, les chars Grant et Lee sont engagés en première ligne, en Afrique du Nord notamment, où ils rejoignent plusieurs blindés de fabrication britannique, dont le char Churchill, réputé pour son blindage solide, allant jusqu'à 105 mm d'épaisseur, et surtout le Matilda, surnommé la reine du désert. Avec ses plaques de blindage de 74 mm d'épaisseur, ce char de 24 tonnes a été jusqu'en 1941 le char le mieux blindé en service en Europe occidentale. Il est armé d'un canon ordonnance QF2 Pounder de 40 mm. À l'époque, les spécialistes le considèrent comme un char lourd car il est doté de plaques de blindage de 75 mm dont l'inclinaison permet d'encaisser les tirs ennemis. Son rôle de soutien d'infanterie explique sa lenteur, avec une vitesse de pointe de 24 km/h. Que vaut ce char britannique, Matilda ? Alors c'est exactement le Matilda II. Ce char est utilisé par les Britanniques en Afrique du Nord. C'est surtout là où il fait ses preuves, notamment avant l'arrivée des Allemands contre les Italiens. Et là, face au matériel italien, il règne en maître sur le désert de Libye. C'est un bon char, donc. C'est un bon char pour un début de guerre. Très rapidement, il va être déclassé.
avec l'arrivée de l'Afrika Korps à partir de février-mars 1941. Les chars alliés affrontent les Panzer II, 3 et 4 de l'Afrika Korps commandés par Erwin Rommel, qui a débarqué à Tripoli en janvier 1941. Les chars allemands vont littéralement massacrer les blindés alliés. Rommel, c'est un vrai professionnel de la division blindée. Il sait utiliser les chars, il en connaît le potentiel. Et donc, quand il débarque à Tripoli avec l'Afrika Korps, il dit « Je dois impérativement surprendre mon adversaire et je dois le prendre de vitesse ». Donc, il lance immédiatement des colonnes de reconnaissance vers le dispositif britannique et il engage immédiatement une guerre de mouvement. C'est l'audace qui a payé. Rommel était un homme audacieux d'un point de vue tactique. Et il a pris de vitesse, dans un premier temps, les troupes britanniques qui stationnaient à l'est de la Libye de cette façon. C'est l'application des enseignements de la guerre éclair de la campagne à l'ouest. Mais au début du mois de juillet 1942, Rommel n'a plus qu'une quarantaine de Panzer. Il doit attendre des renforts qui tardent à arriver car les Allemands ne sont plus les maîtres de la Méditerranée. Lorsqu'il reprend l'offensive à la fin du mois d'août 1942, Rommel ne dispose plus que de 200 Panzer. Face à lui, plus de 767 chars britanniques. Face à la supériorité numérique des Alliés, les Allemands sont contraints de battre en retraite. Le 4 novembre 1942, le général Rommel, qui ne dispose plus que d'une trentaine de blindés, donne l'ordre de repli vers la Libye, puis la Tunisie, où 31 Tigres ont été débarqués au mois de novembre 1942. C'est là que l'armée britannique parvient à capturer le premier exemplaire de char Tigre, le numéro 131. Conservé au musée des chars de Bovington, il est à ce jour le seul exemplaire en état de fonctionnement. La seule vision de ce monstre d'acier donne des frissons. Sur les champs de bataille, le Tigre est un prédateur. En Tunisie, les 31 Tigres détruisent 300 chars ennemis et n'enregistrent que 7 pertes dans leur rang. Mais cela ne suffit pas. La 8e armée du général Montgomery était parfaitement ravitaillée depuis le port d'Alexandrie par les convois qui arrivaient de Grande-Bretagne et des États-Unis. Et donc l'armée britannique, elle disposait de chars tout neufs en provenance directe des usines américaines. Rommel a tout simplement plié sous le nombre. La campagne africaine signe pourtant le deuil de plusieurs modèles de chars alliés, jugés obsolètes et qui sont retirés des premières lignes à partir de 1943. Adieu donc à la reine du désert, le Matilda Mark II, dont la fabrication s'arrête au mois d'août. Au revoir également aux chars M3 Grant et Lee, qui sont remplacés par un nouveau modèle de conception américaine, engagé sur le front nord-africain dès l'automne 1942, le M4 Sherman. Voilà sans doute l'un des chars les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Le Sherman pèse 30 tonnes. C'est donc un char moyen doté d'un canon de 75 mm pour un blindage maximal de 75 mm. Équipé d'un moteur essence 9 cylindres de 400 chevaux, il atteint la vitesse de 39 km/h sur route. Conçu lors de la deuxième phase d'un programme massif de fabrication de chars moyens pour les États-Unis et leurs alliés, le Sherman surprendra agréablement les soldats lors de son baptême du feu en 1942. Le Sherman est un pur produit de la culture américaine. Donc c'est un char industriel. Il s'agit de fabriquer des choses rapidement, à un coût modéré, de manière relativement simple, avec les technologies dont on dispose sur étagère, si j'ose dire. Donc c'est un char qui, par exemple, d'un point de vue technique, fait massivement appel à des caisses moulées. Effectivement, les moules coûtent très cher, mais à partir du moment où vous disposez de ces moules et de ces moyens industriels, vous sortez les chars, si j'ose dire, comme des petits pains. Et le reste du char est conçu à peu près de la même façon, en exploitant tout ce que le tissu industriel américain a de disponible. C'est la raison pour laquelle les premiers chars Sherman sont motorisés avec des moteurs d'aviation, parce que c'est tout ce que l'industrie américaine était capable de produire. Et le surnom du char M4, c'était le briquet, tout simplement parce que dès qu'un char M4 était touché, les vapeurs d'essence mettaient le feu au char. Et puis ensuite, on procède par amélioration. Et effectivement, le char M4 de la fin de la guerre n'a rien à voir avec celui qui a été produit au tout début.
En 1944, la plupart des unités alliées seront équipées de chars américains Sherman. Le général Percy Hobart, père des Funnies, les chars modifiés pour faciliter les opérations de débarquement, aura même élaboré un Sherman très spécial, le DD, pour Duplex Drive, dont le seul exemplaire existant est intégré à la collection du musée de Bovington. David, qu'est-ce que c'est exactement? C'est drôle? C'est énorme? C'est un bateau ou c'est un tank? C'est les deux en même temps. C'est un char Sherman américain de 30 tonnes, converti par les Britanniques pour être capable de flotter grâce à la puissance d'hélice à l'arrière pour le débarquement en Normandie. L'idée est que la toile disposée autour déplace assez d'eau pour permettre à ce char de 30 tonnes de flotter. Et il y a des hélices à l'arrière, ainsi que des chenilles pour la terre ferme. Les Alliés l'ont appelé le Duplex Drive, DD, deux façons d'avancer. Il a été créé spécialement pour le débarquement en Normandie. Le problème pour les Alliés était simple. Si vous mettez tous vos chars sur un bateau et qu'il saute sur une mine, ou bien qu'il est touché par un obus, vous les perdez tous. Par contre, si vous larguez tous les chars en haute mer et qu'ils traversent seuls, il y a de bonnes chances pour que certains atteignent la plage. Et le Duplex Drive est l'un des Funnies de Hobart? Oui, certaines unités étaient regroupées sous les ordres du général Hobart pour former la 79e division blindée qui disposait de nombreuses spécificités. Des blindés spécialisés, des chars flottants, des rampes amovibles, des chars équipés de mortiers pour faire exploser les bunkers, beaucoup de blindés spécialement conçus pour le débarquement en Normandie. Ils les ont d'ailleurs utilisés pour la suite de la campagne en Europe, quand ils ont réalisé que ce type de véhicules, comme les chars lance-flammes par exemple, pouvaient être très utiles. Entre 1940 et 1945, les États-Unis assemblent plus de 53 000 exemplaires du Sherman, qui servira aussi de base à la conception d'un char anti-char de fabrication britannique, le Firefly. Basé sur le châssis du M4 Sherman, le Firefly pèse 31 tonnes. Les Britanniques l'équipent de leur pièce anti-char QF-17 Pounder de 76,2 mm. Doté de munitions spéciales, son canon peut percer 140 mm de blindage à 900 mètres de distance. Malheureusement, une silhouette trop haute et une faible épaisseur de blindage, 76 mm maximum, font du Firefly une cible de choix. Les Américains ne disposaient pas de l'équivalent du Tigre avec le char Firefly, mais ils disposaient au moins d'un char capable de percer les Tigres. Et on a vu ensuite, pendant la bataille de Normandie, les Tigres être défaits plusieurs fois par des Sherman Firefly. Hitler ne renoncera jamais à poursuivre la course à l'armement. La folie des chars d'assaut est loin de s'arrêter avec le Tigre. Au lieu de repenser les faiblesses de ses blindés, le Führer engage son industrie dans le développement de nouveaux modèles. Au milieu de l'année 1943, un monstre sort des usines, le Panzer V Panther. Le Panther est la réponse allemande à l'apparition du T-34 russe. Donc les Allemands ont conçu un char qui est une sorte de super T-34 avec leur propre technologie. On lui ajoute des chenilles très larges qui réduisent considérablement ses chances d'enlisement ou de s'enfoncer dans la neige. Et il peut manœuvrer sur des terrains beaucoup plus meubles que pas mal d'autres chars, malgré son poids très lourd pour un char moyen. Long de 9 mètres, large de presque 4 et haut de 3 mètres, le Panther pèse 45 tonnes. Il a besoin de 5 hommes pour être manœuvré. Équipé d'un canon de 75 mm et d'un blindage impressionnant de 100 mm, il peut rouler jusqu'à 45 km/h pendant 200 km. C'est le premier char allemand à disposer d'un blindage incliné et doté de munitions spéciales à pouvoir percer jusqu'à 106 mm de blindage à 2 km de distance.
Est-ce que le char Panther est une véritable réussite technologique? Alors il est considéré certainement comme le meilleur char allemand de la Seconde Guerre mondiale. C'est la véritable première production de chars allemands ayant pris en compte les expériences de la guerre sur le front soviétique. Et sa silhouette change radicalement des chars antérieurs à 1940 et se rapproche beaucoup plus du char soviétique T-34. Ouais, c'est ça, avec un glacis incliné en fait. Exactement. Les autres chars sont plutôt avec des pans droits et là, ce sont des pans inclinés sur l'ensemble du char. Conçus en 1942, les tout premiers Panthers sont envoyés sur le front de l'Est l'année suivante. Direction Koursk, où va se dérouler l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Le 5 juillet 1943, Hitler lance l'opération Citadelle. Seulement voilà, l'offensive prévue initialement le 1er mars a déjà 3 mois de retard car l'état-major allemand a préféré attendre la livraison des chars Panther. Ce report a une conséquence immédiate. L'effet de surprise ne jouera pas, au grand désespoir du commandant des forces allemandes, le général von Manstein. C'est au cours de cette offensive que le 12 juillet 1943, non loin de la cité de Prokhorovka, se déroule la plus formidable bataille de chars de la guerre. Même si les chiffres sont encore sujets à caution, il est sûr que ce jour-là, 1500 blindés allemands et soviétiques se sont livrés une lutte à mort. Von Manstein comptait sur les canons à longue portée de ces tigres. Le général russe Zhukov s'engage alors dans des combats rapprochés. Ça a été un duel relativement dantesque, avec d'un côté plus d'un millier de chars russes, du côté allemand à peu près 400 chars. Et les Russes ont, à la mode russe, si j'ose dire, jeté ce dispositif violemment en attaque frontale sur les positions allemandes, et en particulier sur le 2e corps d'armée blindée SS. Cette bataille a été une gigantesque mêlée. Quand je dis une gigantesque mêlée, c'est-à-dire que les combats, les duels, si vous voulez, ont démarré au-delà de 1000-1500 mètres, mais se sont terminés quelquefois à bout portant. Les adversaires se tuant littéralement l'un l'autre à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de distance. À l'issue de la bataille de Prokhorovka, les pertes sont énormes des deux côtés. 400 blindés pour les soviétiques, 70 à 80 pour les Allemands. Ces combats marquent la dernière tentative de percée allemande face au rouleau compresseur soviétique. Si on devait comparer une bataille à un match de football, 400 contre 70, la victoire est du côté allemand. Maintenant, si on s'élève un peu au niveau stratégique, la bataille de Koursk a été une défaite stratégique allemande, en ce sens qu'elle a usé la Panzerwaffe, c'est-à-dire l'arme blindée allemande, dans des proportions telles qu'il était difficile à l'industrie allemande de compenser les pertes en chars, et il était aussi difficile à l'armée allemande et à ses écoles de former des équipages compétents. Les Allemands, tous modèles confondus, ont produit à peu près 22 000 chars de combat. Ce chiffre est à comparer aux 80 000 chars produits par l'industrie américaine et aux presque 100 000 chars produits par l'industrie soviétique. Donc on voit tout de suite que sur le simple critère de la production industrielle, l'Allemagne avait toutes les chances d'être écrasée, même si, dans bien des cas, la qualité des chars alliés était légèrement inférieure à celle des chars allemands. À Koursk, l'armée allemande perd 60 000 hommes, tués, blessés, prisonniers et disparus. Même inférieure à celle des soviétiques, les pertes allemandes ne sont pas compensables. Les Panthers n'ont pas permis de renverser la situation. Les Tigres royaux, parvenus sur le front au mois de février 1944, n'empêcheront pas la chute du Reich, malgré leur performance et leur taille impressionnante. Ce véhicule a été construit à 485 exemplaires.
C'est une merveille technologique, sans aucun doute, mais d'un rôle tactique très très faible. Son poids est énorme, sa motorisation n'est pas suffisante, ce qui fait qu'il se déplace très lentement, il a une très faible mobilité. Certes, il est quasiment invulnérable, sauf par l'aviation, mais les problèmes de l'Allemagne en fin de guerre à partir de 1944, les problèmes d'essence, des problèmes de pièces de rechange, font que ce char, en fin de compte, n'a pas eu un impact aussi fort. Et beaucoup de ces véhicules ont été détruits par leurs propres équipages. Et nous avons la chance, ici, au musée, d'avoir un Tigre II qui n'a pas été sabordé et qui est le seul, aujourd'hui, à pouvoir rouler. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le poids de plus en plus élevé des chars d'assaut n'a pas réellement fait la différence. Il existe une véritable mythologie des chars lourds et super lourds. Dans les années 30 et 40, les généraux et le grand public, friands d'images spectaculaires, rêvent d'immenses croiseurs terrestres, des bateaux roulants, parfaitement blindés et armés pour écraser l'adversaire. Les projets les plus fous sont développés. Certains aboutissent comme le Maus, incarnation blindée de la démence d'Adolf Hitler. Véritable mastodonte, le Maus mesure 10 mètres de long, 3,70 mètres de large et près de 4 mètres de haut. Il pèse 188 tonnes. Dans l'immense habitacle prennent place 6 hommes. Le canon principal possède un calibre de 128 mm. Le blindage de la partie frontale du char présente une inclinaison de 35%. Le blindage de la caisse est de 180 mm à l'avant et 160 mm à l'arrière. Celui de la tourelle est de 240 mm à l'avant, 200 mm à l'arrière et 60 mm sur le toit. Un moteur de plus de 1200 chevaux est nécessaire afin de lui permettre de se déplacer à une vitesse ne dépassant pas 13 km/h sur route. Sa consommation en carburant est proportionnelle à sa taille, 3000 à 4000 litres pour 100 km. On était dans un délire d'ingénieur et on était dans une espèce de course folle et personne ne prenait suffisamment de recul pour dire est-ce que ce que je fais est réellement intelligent et pertinent. Qu'auraient pu faire ces chars lourds devant la nouvelle arme mise au point à la fin de la Seconde Guerre mondiale? « 1945. Le 6 août, une première bombe atomique larguée par l'US Air Force anéantit la cité d'Hiroshima. 3 jours plus tard, le 9 août, une autre bombe rase Nagasaki. La Seconde Guerre mondiale s'achève, un autre conflit débute, la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS vont s'affronter par pays interposés. La menace nucléaire va avoir un impact sur la progression technologique des chars d'assaut. Ce qui caractérise en fait l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est le fait nucléaire. La structure des chars va également être influencée par l'apparition et l'usage de plus en plus courant d'un projectile capable de percer quasiment toutes les épaisseurs de blindage, la charge creuse. Un obus à charge creuse contient un cylindre doté d'une feuille de cuivre en forme de cône inversé. À l'impact, le capteur installé sur le bout de la coiffe déclenche le détonateur de la charge explosive qui va déformer le cône en cuivre et le transformer en jet de métal solide. Ce dard en fusion, se déplaçant à la vitesse hallucinante de 8000 m/s, est capable de percer 70 cm de blindage, 4 fois l'épaisseur de la protection frontale d'un char Tigre. La charge creuse, elle joue un rôle absolument fondamental dans la guerre parce que, grâce à la charge creuse, qui est embarquée dans ce qu'on appelle les bazookas, ou les Panzerfaust, ou les Panzerschreck, permet à un fantassin de tuer un char. Ce qui était inenvisageable avec une autre technologie. Donc la charge creuse, c'est une révolution sur le champ de bataille parce que le fantassin devient un danger pour le char. Les ingénieurs et les états-majors en tirent une conclusion immédiate. Si l'épaisseur du blindage n'a plus d'importance, il convient de concevoir un char moins lourd, plus équilibré, alliant puissance de feu, vitesse et agilité. Un nouveau concept apparaît, le char de bataille principal ou Main Battle Tank.
Il s'agit de fusionner toutes les catégories pour n'en garder qu'une seule, capable de combiner toutes les fonctions. Le soutien à l'infanterie, la percée du front ou la reconnaissance seront assurés par une seule et même catégorie de chars. On avait terminé la Deuxième Guerre mondiale avec des projets de chars à 70, 80, voire même 120 tonnes. Et là, on se dit que finalement, on pourrait avoir un char bien équilibré dans toutes ses fonctions, pas trop lourd pour être bien mobile, suffisamment protégé, aux alentours de 40 tonnes. Et d'une certaine manière, le premier main battle tank, c'est le T-55 russe. Les Russes se jettent dans une production effrénée de chars. Dès 1946, ils lancent un blindé qui sera produit jusqu'aux années 1960, le T-54, évoluant dès 1958 en T-55, disposant notamment d'une protection nucléaire, biologique et chimique. Selon les estimations, entre 85 000 et 100 000 T-54 et T-55 ont été fabriqués. Ce sont donc les deux chars les plus produits de l'histoire. Initialement prévus pour l'armée rouge, ces blindés ont été exportés partout dans le monde, comme nombre de chars de la série T. Il y a, chez les soviétiques, la volonté de conserver cet outil fantastique qui est le rouleau compresseur mécanisé blindé. Donc chez les soviétiques, on innove, on continue à développer et on continue à produire. La première génération de l'après-guerre, c'est le T-55 et le T-62. Donc ce sont des chars moyens, d'une architecture relativement classique, avec un équipage de 4 hommes et des canons de 100 et 115 mm, capables de tirer des nouveaux projectiles qu'on appelle les projectiles flèches. L'invention de la flèche est une invention russe. La réponse au T-54, T-55 ne se fait pas attendre. L'armée américaine cherche à mettre au point un char capable de percer le blindage frontal du T-55. Ce sera le char M60 Patton ou Super Patton. Le M60 américain, il s'inscrit dans une parfaite continuité technique et architecturale des M47 et des M48 qui l'ont précédé. Le M60, c'est un char, encore une fois, de culture américaine. C'est un char industriel. Donc il faut pouvoir fabriquer des chars en grand nombre, même si les performances restent moyennes. L'essentiel, c'est que le char n'ait pas de gros défauts. C'est un char dont l'architecture se prête assez bien aux modernisations. Équipé d'un extracteur de fumée, le M60 est capable de tirer un obus toutes les 7 secondes avec son canon de 105 mm. Char pesant entre 46 et 51 tonnes selon les versions, il est propulsé par un moteur diesel Continental à 2 turbocompresseurs et à 12 cylindres, développant 750 chevaux. Ce char sera constamment modifié et exporté dans de nombreux pays, comme l'Égypte. En France et en Allemagne, les programmes conduisent à la conception de 2 chars. L'AMX-30, qui équipera l'armée française de 1966 jusqu'en 2011, et le Léopard 1 allemand, dont 4744 exemplaires seront produits toutes variantes confondues et dont l'ultime version équipe toujours nombre de pays dont le Canada et l'Allemagne. Ces 2 chars privilégient la mobilité et la puissance de feu plutôt que le blindage. Une philosophie qui connaîtra pourtant rapidement ses limites. À partir des années 60, il se reproduit une nouvelle course à l'armement, alors sur un rythme évidemment beaucoup plus lent que celui qui avait prévalu au cours de la Deuxième Guerre mondiale, où là on avait conçu 3 générations de chars en l'espace de 5 ans. Alors là on a des ambitions un peu plus modestes, mais malgré tout, on réinvestit dans le char de combat. Et en particulier, on le réinvestit, encore une fois, sous la pression russe, qui sort de nouvelles générations de chars, en particulier le T-64, qui crée un petit vent de panique du côté de l'OTAN en disant « mais nous n'avons rigoureusement rien à opposer à cette nouvelle machine ». Le T-64 se veut un condensé et un juste milieu entre la capacité à industrialiser un char et la qualité du char. On va condenser les technologies de l'époque en créant les premiers chargeurs automatiques. On va supprimer un poste dans les chars, passer les équipages à 3 personnes. La lignée des chars T ne s'arrête donc pas au T-55. Dans l'éventualité d'une 3e guerre mondiale, les soviétiques poursuivent leurs recherches et bien vite, un nouveau char succède au T-62, le T-64.
Le T-64, c'est une rupture en termes d'architecture, parce que c'est le premier char qui dispose d'un chargement automatique des munitions, alors qu'avant, il fallait un tankiste qui charge les munitions à bord du canon. C'est aussi le premier char équipé, ce qu'on pourrait appeler une première génération de blindage composite, c'est-à-dire que le blindage ne fait plus exclusivement appel à une couche d'acier, mais il commence à mêler des éléments métalliques et des éléments non métalliques, en particulier pour contrer les charges creuses. Et c'est un char qui dispose d'un canon d'un calibre tout à fait exceptionnel de 125 mm, alors qu'à l'époque, les chars de l'OTAN, c'était du 90 ou du 105. Le T-64 est un concentré d'innovation. Si sa silhouette générale rappelle celle du T-55, avec une tourelle hémisphérique au centre du châssis, le train de roulement est lui complètement différent. Il est composé de 6 petites roues espacées et 4 galets de retour. Le volume du compartiment moteur est largement réduit car pour la première fois, un moteur à cylindre opposé extrêmement compact est utilisé. La transmission comprenant 2 boîtes de vitesse latérales. Tous les chars russes construits jusqu'en 2015 sont en fait des fils et des petits-fils de ce T-64 dont ils ont complètement conservé l'architecture. Donc d'une tourelle à 2 hommes avec un chargement automatique, une silhouette extrêmement basse, un train de roulement suffisamment costaud, procurant une très faible pression au sol pour pouvoir évoluer au-dessus de la boue, de la neige, etc. Et une relative facilité de mise en œuvre. La sortie du T-64 oblige les puissances occidentales à moderniser leur parc de blindés. Une nouvelle génération de chars voit le jour. À partir des années 60, on considère qu'il y a eu 3 grandes générations de chars. La première génération, c'est T-62, T-55 côté russe, M47, M48, M60 côté américain, AMX-30 côté français, Léopard 1 côté allemand. Voilà. Donc ces chars, généralement des chars avec un équipage de 4 hommes, des canons de 90 à 105, et quand ils tirent, ils s'arrêtent. La deuxième génération, elle introduit quelque chose qui va révolutionner le combat de char, qui est la stabilisation du canon et de la visée. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de s'arrêter pour tirer. On peut engager les cibles en roulant, le canon est stabilisé, la visée est stabilisée, et donc les cibles se présentent devant vous comme si vous étiez au point fixe. La deuxième génération, elle se caractérise aussi par l'introduction massive des blindages composites. Donc ces fameux blindages qui sont déjà capables d'arrêter des charges creuses. On crée des blindages qui vont juste servir à faire détonner prématurément la munition et fausser la distance optimum d'agression du jet de cuivre en fusion. On peut aussi adjoindre des matériaux en céramique à l'intérieur des blindages qui vont dissiper le flux de métal en fusion. Donc ces chars, c'est le Léopard 2, c'est le char M1, c'est d'une certaine manière le Challenger, le T-72 du côté russe. Et il y a aussi l'introduction, dans une partie de ces chars de deuxième génération, d'un autre élément qui va radicalement changer le combat de chars, c'est la vision nocturne par caméra thermique passive. Aux États-Unis, une équipe de travail est rassemblée à Fort Knox au mois de février 1972 pour concevoir le nouveau char de combat principal de l'armée américaine. Ce sera le M1 Abrams. Ce char de combat principal est conçu entre 1972 et 1979 par les usines Chrysler et produit à plus de 9000 exemplaires. Il doit répondre à plusieurs exigences, et notamment la protection de l'équipage, la rapidité d'acquisition de l'objectif, le coup au but dès le premier tir. Le M1 Abrams est doté d'un blindage composite renforcé avec des mailles en uranium appauvri. Son canon, d'abord d'un calibre de 105 mm, passe à 120 mm dans les versions ultérieures. À l'heure où débute la conception de la première version du M1 Abrams, les soviétiques étrennent déjà un nouveau char de deuxième génération, car le T-64, malgré toutes ses innovations et le canon de 125 mm de la version A, reste une mécanique fragile, complexe, difficile à entretenir et à produire en grande série. Son successeur est toujours en service aujourd'hui, c'est le T-72.
Lancé en 1973, le T-72 pèse 41 tonnes. Il est équipé d'un canon de 125 mm. Il reprend la suspension du T-64 ainsi que la motorisation traditionnelle des chars soviétiques. Destiné à la production de masse, ce char ne présente aucun renforcement du blindage ni d'innovation particulière au niveau de la motorisation. Son moteur diesel développe, selon les versions, entre 780 et 840 chevaux qui le propulsent à une vitesse de 45 km/h en tout terrain. La principale qualité des chars de série T soviétiques, c'est qu'ils sont pas chers. Donc pour beaucoup de pays, c'est quand même un moyen de s'équiper massivement en chars pour un coût relativement modeste. Et les chars T, effectivement, ce sont des chars qui ont vu tous les conflits de la planète. Produit en masse, le T-72 va être également exporté vers 35 pays. Mais les soviétiques ne s'arrêtent pas là. À la fin des années 1970, ils créent le T-80 en adaptant un système de propulsion par turbine à gaz sur le châssis du T-64. Au milieu des années 1980, l'armée rouge ne compte pas moins de 60 000 chars, auxquels s'ajoutent ceux des pays satellites. Dans le camp occidental, les États-Unis ne comptent que 12 000 chars, l'Allemagne de l'Ouest 4 000, la France 1 200, l'Angleterre 900. Au Moyen-Orient, l'Irak ne dénombre pas moins de 4 000 chars, l'Égypte et la Syrie 3 000, tout comme un pays où cette arme a joué et joue encore un rôle fondamental, Israël. Depuis la création de l'État hébreu en 1948, l'armée israélienne a fait l'expérience de l'engagement de ses unités blindées à plusieurs reprises. C'est d'abord le cas lors de la guerre des 6 jours en 1967. Malgré la victoire écrasante de leurs chars, les Israéliens déplorent des pertes difficiles à compenser pour une nation si petite dont l'armée est composée essentiellement de réservistes. Ils doivent moderniser sans cesse leurs blindés afin de pallier à l'infériorité criarde de leurs effectifs. Le gouvernement israélien décide de lancer un programme de conception et de fabrication d'un char de combat principal, purement israélien, le Merkava, chariot en hébreu. Les ingénieurs vont tirer des enseignements de plusieurs conflits, et notamment de la troisième guerre à laquelle l'État hébreu doit faire face, le Kippour, au mois d'octobre 1973. La guerre du Kippour, qui est un affrontement dantesque de chars, aussi bien dans le Sinaï que sur la frontière nord d'Israël, sur le plateau du Golan. Des milliers de chars sont engagés, des centaines de chars sont perdus des deux côtés, dans des batailles d'une violence absolue. Au cours de la guerre du Kippour, les blindés israéliens subissent des pertes importantes. Les missiles filoguidés AT-3 Sager et les armes individuelles anti-chars comme les RPG-7 des Égyptiens et des Syriens font des ravages dans leurs rangs. Pour l'État hébreu, une conclusion s'impose. Il faut de toute urgence concevoir un char assurant la survie de son équipage, résistant à un tir direct avant de reprendre le combat. Le premier Merkava entre en service en 1979. Le char Merkava, c'est une petite révolution dans le monde du char en termes architectural. Les premières versions du char Merkava n'ont rien de fantastique en termes technologiques, parce qu'en fait, les Israéliens ont récupéré des morceaux un peu partout, des bouts de M60 américains, des bouts de M48, voilà. Mais ils les ont redessinés et réimplantés dans une architecture originale qu'ils ont appelée l'architecture à haute protection, qui en particulier met le groupe motopropulseur à l'avant du char. Un groupe motopropulseur de char, c'est un bloc d'acier de 5 tonnes. Et les Israéliens disent « ce serait bête de s'en passer comme blindage. Qu'un projectile détruise le moteur, ma foi, tant pis, l'essentiel c'est que l'équipage soit sauf. » C'est le seul char de combat principal à ce jour avec une porte dans un compartiment de combat à l'arrière, à la place du moteur. On est capable d'emmener 3 fantassins en armes ou des blessés à l'arrière du char. Le Merkava 1 accomplit son baptême du feu en 1982 lors de la première guerre du Liban. Il répond aux attentes spécifiques de la guerre sur les terrains d'engagement du Proche-Orient, combats entre blindés, affrontements en zone urbaine et sur des champs de bataille restreints. Armé d'un canon de 105 mm, le Merkava possède une silhouette basse et effilée.
Le moteur, développant 908 chevaux pour une vitesse sur route de 46 km/h, est placé à l'avant, contrairement aux autres chars de sa génération. Il est aussi équipé d'un système anti-incendie et bénéficie d'un blindage composé de plaques espacées, ce qui lui offre un bon niveau de protection, mais explique son poids important, 60 tonnes. Après la guerre du Liban, le char israélien est considérablement amélioré. 3 versions successives voient le jour en 1983, 1989 et 2004. Muni d'un canon de 120 mm et équipé d'un moteur développant 1500 chevaux, la dernière version du Merkava possède un blindage composite constitué de couches de différents matériaux comme le métal, le plastique ou la céramique, et surtout d'un système de protection active. Ces modernisations correspondent à la modification de physionomie des champs de bataille ces dernières décennies. Tirant les leçons de la guerre du Golfe, au cours de laquelle les T-72 irakiens avaient été largement surclassés par les chars de la coalition, les Russes sortent en 1993 un nouveau char, le T-90, un blindé hybride combinant les formes du T-72 et l'électronique de bord du T-80. Le T-90 est le premier char russe à disposer d'un blindage réactif Contact 5, d'un brouilleur infrarouge, d'un détecteur d'alerte laser prévenant l'équipage que le char a été pris pour cible par un système de guidage ennemi et d'un dispositif automatique de riposte par lance-grenades fumigène. Du côté occidental, le nombre de chars en service a diminué drastiquement depuis la fin de la guerre froide, mais ces blindés ont été considérablement modernisés. Le blindage, la capacité de détection, mais aussi de protection des équipages sont désormais au cœur des préoccupations. Les systèmes de riposte, qui équipent les chars de nouvelle génération, répondent donc à une nécessité absolue, la protection des équipages et la préservation de l'intégrité de blindés, dont le prix à l'unité dépasse désormais allègrement les 8 millions d'euros. C'est notamment le cas de l'un des chars les plus performants du monde, le char français Leclerc. Conçu au cours de la guerre froide pour remplacer l'AMX-30 vieillissant, le char Leclerc répond à un cahier des charges étroitement lié à la situation géopolitique des années 1980. Nous étions en deuxième rideau de l'OTAN, dans une posture défensive face aux unités blindées du parc de Varsovie. Donc le cahier des charges du char Leclerc, il était extrêmement simple. Ça devait être un tueur de T-80. Voilà, faites-moi le meilleur tueur de T-80 possible. Donc il faut tuer les T-80 de manière rapide, de manière définitive, de manière efficace, tout en étant soi-même à l'abri des coups de l'adversaire. Le char Leclerc est un véritable concentré d'innovation. Il allie puissance, agilité et rapidité. Son blindage est composé de caissons composites amovibles. Pesant 56 tonnes et propulsé par un moteur de 1500 chevaux, il peut atteindre une vitesse maximale de 72 km/h sur route. Son ravitaillement en carburant s'effectue en 8 minutes, ses réservoirs lui fournissant une autonomie maximale de 550 km. Le Leclerc est équipé de 18 ordinateurs embarqués qui lui permettent d'acquérir ses cibles avec précision et de communiquer en temps réel avec toute la chaîne de commandement. Équipé d'un canon de 120 mm à chargement automatique, il est en mesure de tirer 10 coups par minute à l'arrêt et peut enchaîner plusieurs cibles en l'espace de quelques secondes. Sa puissance de feu est hallucinante. À titre de comparaison, un char Leclerc qui tire une munition qu'on appelle une munition flèche, avec son canon de 101 mm, eh bien, ce char Leclerc est capable de percer 2 tigres mis l'un derrière l'autre. Mon capitaine, aujourd'hui, quels sont véritablement les éléments technologiques qui font que le char Leclerc est le plus performant, l'un des plus performants blindés modernes? L'élément majeur pour le char Leclerc, c'est de pouvoir tirer en roulant et de détruire sa cible tout en étant en mouvement. Ça, c'est l'atout majeur du char.
Il y a beaucoup de chars dans le monde qui ne sont pas capables de faire but en roulant. Ils tirent en roulant, mais ils ne sont pas forcément capables de faire but. Le Leclerc, lui, il fait but. Et par ailleurs, en termes de technologie, entre un Schneider qui ne devait pas avoir de suspension et un char comme celui-là, il y a une différence phénoménale. Il y a une différence phénoménale en matière de suspension. Vous voyez qu'il peut aller jusqu'à 70, plus de 80 km/h, tout en gardant une visée, une puissance de pointage qui est assez phénoménale. À l'ère 2.0, les chars existants comme l'Abrams américain, le Léopard 2A allemand, le Challenger 2 britannique ont été équipés des dernières technologies. Blindage composite multicouche et multimatériaux, kit de protection aux missiles anti-chars, grille de protection amovible, système GPS détectant les cibles fixes et mobiles, émetteurs de brouillage et surtout des ordinateurs de bord sur lesquels le champ de bataille est entièrement numérisé. La troisième génération, c'est ce que l'on a introduit en France avec le char Leclerc. C'est une plus grande performance de toutes ces composantes de stabilisation, de conduite de tir, de blindage, auquel on a rajouté un élément qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, qui est tout simplement l'Internet du champ de bataille. Cette numérisation participe également à l'entraînement en simulateur des équipages. Une expérience inédite. Pilote 11h. Ah ben je sais pourquoi je suis mauvais en jeu vidéo. Hein. C'est tellement fin que je pars dans les choux totalement. Si j'arrive à l'avoir, lui, on aura de la chance. Je l'ai là. 470. Rapide. En plus, il y a vraiment la pression. J'ai chaud, c'est grave. Voilà. Avec la fin de la guerre froide, le coût de plus en plus élevé des nouvelles générations de chars, la difficulté de les projeter facilement sur des théâtres d'opérations de plus en plus éloignés, ont fait peser une menace sur l'avenir des chars. Plusieurs projets, notamment aux États-Unis, ont visé à les remplacer par d'autres types d'engins blindés munis de roues, n'excédant pas 25 tonnes, plus légers et donc plus rapides. Cette nouvelle architecture consacrait la fin des chenilles. Mais un problème technologique s'est rapidement posé. Il n'y a pas eu le matériau miracle qui, à qualité de protection égale, était 4 ou 5 fois plus léger que les blindages composites qu'on avait implantés sur les chars de la génération d'avant. Et en matière de puissance de feu, les canons classiques étaient en limite, les missiles aussi. On a essayé d'explorer des voies avec des missiles hypervéloces, des choses comme ça, des lasers. Enfin, c'était un peu la guerre des étoiles. Et puis finalement, la conclusion, au bout de 4 années de développement et de 10 milliards de dollars investis dans la R&D, a été de dire, bon, ce n'est pas possible. En conscience et objectivement, les technologies ne sont pas là, elles ne sont pas prêtes, et on ne sait pas remplacer le char conventionnel que tout le monde connaît par cet objet miraculeux dont tous les militaires rêvent, et les financiers aussi d'ailleurs, qui serait capable de remplacer le char. Le char sera-t-il finalement remplacé par le char ? Système d'armes puissant, symbole du pouvoir politique et objet d'une fascination croissante. Les chars d'assaut n'ont jamais fait autant recette. Chaque année, des gamers du monde entier rallient l'Angleterre pour se retrouver au musée des blindés de Bovington. L'histoire des chars d'assaut, c'est passionner la vivre au quotidien, à chaque partie engagée. Pour eux, elle s'incarne dans un jeu en ligne immersif, fédérant des millions d'adeptes. C'est quand même assez impressionnant d'être ici, d'avoir des chars juste à côté et d'avoir des chars virtuels. Ouais, c'est sûr, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à jouer à World of Tanks plutôt qu'à n'importe quel autre jeu? J'ai appris que les chars ont occupé une place extrêmement importante dans la Seconde Guerre mondiale notamment, et même dans la Première.
Et du coup, j'ai voulu m'y intéresser plus. Et en fait, j'ai trouvé World of Tanks au début un peu par hasard. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Du coup, je l'ai téléchargé et en fait, après, j'ai continué de jouer, je me suis pas arrêté et je suis ici. C'est aussi une nouvelle façon de faire de l'histoire d'une certaine manière. En quelque sorte, ouais, parce que nous, jeune génération, en fait, on n'a pas eu la possibilité, je dirais pas la chance, parce que c'était des événements traumatisants, mais la possibilité de voir des chars en action et de sentir l'événement en lui-même. Donc, en fait, on doit forcément se raccrocher à quelque chose pour apprendre davantage d'histoire. Et il s'avère que les jeux vidéo, c'est vraiment un moyen en plus d'apprendre l'histoire. Sur les champs de bataille aussi, les chars ont encore de beaux jours devant eux. D'autant que plusieurs puissances militaires se sont dotées de leurs propres blindés. Il y a encore de très nombreux pays qui investissent massivement dans le développement de nouveaux chars, mais chars au sens conventionnel du terme. Je citerai l'Iran, je cite le Pakistan, je cite l'Inde, la Corée, le Japon, la Turquie. Tous ces pays-là veulent se doter de leur propre char, donc un char national avec des technologies nationales, sur la base d'une industrie et de bureaux d'études nationaux, le plus possible, pour être le moins dépendant de technologies qui viendraient de l'étranger. Ce qui signifie que ces chars qui sont en développement ne vont rentrer en service qu'en 2020. Et comme la durée de vie d'un char est d'environ 40 ans, ça signifie qu'en 2060, on les verra toujours. Donc le 21e siècle sera caractérisé par le fait que de nombreuses initiatives ont été lancées en début de siècle pour essayer de trouver des alternatives aux chars, mais qu'en 2060, il y aura encore des chars. La Russie ne s'y est pas trompée. Au mois de mai 2015, un nouveau char parade dans les rues de Moscou, le T-14 Armata. Le T-14 Armata est moins cher à produire que la plupart des chars occidentaux. Il est aussi rapide, très rapide, jusqu'à 90 km/h sur route. À la pointe de la technologie, ce char est doté d'une tourelle inhabitée entièrement automatisée. Ce concept révolutionnaire permet d'assurer la meilleure protection possible de l'équipage en le plaçant dans une capsule blindée isolée. L'Armata est équipé d'un blindage composite mixte et d'un système de blindage actif pouvant détourner les missiles et les roquettes anti-chars à une distance de 1 à 2 mètres. Pesant 57 tonnes, il est propulsé par un moteur de 1500 chevaux. L'avant du char étant surélevé par rapport à l'arrière, il offre un plus grand angle au canon de 125 mm. Il peut ainsi atteindre plus facilement des cibles aériennes à faible altitude. Sa puissance de feu lui permet de percer jusqu'à 810 mm de blindage. Avec l'émergence des conflits asymétriques, guerres sans front, au cours desquelles les forces conventionnelles affrontent un ennemi difficile à débusquer, l'utilité des chars a été sérieusement remise en question. Mais leur engagement providentiel, en Afghanistan notamment, montre à quel point leur présence sur le terrain demeure primordiale pour soutenir l'infanterie. Une sorte de retour à leur mission originelle. Comment ces chars seront utilisés ? L'avenir le dira, soit de manière conventionnelle, dans des combats qu'on pourrait qualifier de classiques, d'unités blindées mécanisées s'affrontant sur un front, ou de manière complètement décentralisée, comme on l'a vu en Afghanistan avec les Canadiens ou les Danois, soit de manière très spéciale, sous forme de raids. Il y a des officiers, de manière tout à fait intéressante, qui ont essayé d'associer l'impact ou l'effet à obtenir d'un char avec des forces spéciales. Or, on associe aux forces spéciales la notion de légèreté, de furtivité, d'agilité. On les voit mal cohabiter avec un char. Eh bien, il y a peut-être des voies de coopération entre des chars et les forces spéciales qui ne sont pas si idiotes que ça. Instrument prépondérant de la guerre éclair, les chars ont longtemps été lancés dans de grandes offensives, des tentatives de percée, des coups de massue décisifs. Au fil des décennies, ils sont devenus toujours plus puissants, toujours plus agiles, encore plus véloces.
Ils constituent aujourd'hui des systèmes d'armes redoutablement efficaces, des plateformes de communication high-tech connectées à leurs partenaires, intégrés au champ de bataille. Conçue il y a un siècle pour sortir des tranchées, l'arme blindée cavalerie demeure encore au cœur des doctrines d'emploi de tous les états-majors. Accompagnés par des sapeurs et des fantassins, couverts par l'artillerie et l'aviation d'attaque, les forces blindées demeurent des pièces essentielles des dispositifs stratégiques. Le char a constitué et constitue encore le fer de lance de nombre d'offensives terrestres. Le général Étienne ne s'était pas trompé lorsqu'il prophétisait, voilà un siècle, le bel avenir de l'artillerie d'assaut. On va pouvoir mettre la gomme un peu. Allez, à fond. Les chars d'assaut resteront encore présents longtemps sur la plupart des théâtres d'opération.